Au moment où on a quasiment rien, il faut vraiment redoubler d'inventivité. Et donc c'est toujours ce leitmotiv de rien n'est vraiment établi, on se crée des contraintes, et les contraintes c'est effectivement ne pas avoir le produit quand on veut exactement quand on veut, donc on doit écouter, et c'est vraiment la même chose avec les collaborateurs. On a quand même cette écoute, on a l'écoute de la nature, et on fait avec. C'est passionnant, donc ça veut dire que le fait d'avoir des contraintes nous pousse à être créatifs et venir avec de nouvelles solutions et être très imaginatif. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de créativité sans contrainte. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec Sangoun de Gimbre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un très grand chef cuisinier belge. C'est quelqu'un qui a reçu 2 étoiles Michelin, ainsi que la note de 19 sur 20 par Gotemio. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé en Belgique. Mais au-delà de ça, c'est le fondateur de l'Air du Temps, qui est un restaurant gastronomique très particulier, dans le sens où tous les ingrédients végétaux que le restaurant utilise proviennent de son potager. Je suis très content de pouvoir partager cette interview. Ça faisait plus d'1 an que j'avais envie de la faire, et je vous souhaite une bonne écoute. Merci Monsieur de Gimbre d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honoré de vous recevoir dans ce podcast pour cette interview. Voilà, on a 20 minutes devant vous. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à l'Air du Temps et par rapport à tout ce que vous avez fait. Première question, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaisseraient peut-être pas? Oui. Est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous avez lancé ici à l'IRNU? Donc je suis Sangoun de Gimbre, chef propriétaire du restaurant l'Air du Temps, qui existe maintenant depuis 22 ans. On a commencé dans une petite maison de village à Neuville-sur-Meurne, à Iguezé, dans la province de Namur. Et on a déménagé il y a maintenant presque 7 ans dans cette ferme en carré qui se situe à l'IRNU, en plein milieu des champs. Donc on était respectivement à 5 km de l'ancien lieu et de nouveau lieu. Donc c'est pas très très loin, mais avec une situation diamétralement opposée, puisqu'on était au bord d'une route, et là maintenant on est en plein milieu des champs, avec 5 hectares de terrain tout autour qui nous permettent d'avoir un jardin potager bien fourni. Et justement, d'où est venue la décision de venir se positionner ici et de changer de lieu? Est-ce que c'était l'ambition de faire quelque chose de plus grand? D'où est venue cette envie justement de... Mais les envies viennent avec parfois simplement son positionnement par rapport à son métier, par rapport à ce qu'on veut encore faire progresser en tout cas, pour nous. Donc tout est une question de logique. On était dans un petit espace qui nous suffisait pour commencer, pour se faire connaître sans prendre de risques, puisque j'étais pas cuisinier quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert mon restaurant. Donc l'idée était d'être raisonnable. Donc cette petite maison nous a suffi. En 15 ans, on a construit un restaurant partant de rien, avec juste 2 personnes en cuisine, 1 personne en salle. On a obtenu 1 étoile, 2 étoiles, tout ça en 15 ans. Et de cette petite maison d'angle est devenu un gros restaurant avec une quarantaine de personnes, quarantaine de couverts acceptés, jusqu'à 12 personnes en personnel. Et on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on veut justement exploiter cet espace, cette région qui est riche de terres fertiles? Donc on s'est dit, ok, cherchons autre chose. Et on est arrivé sur cette ferme qui est finalement la parfaite conjonction entre le contemporain et le terroir qu'on voulait vraiment. Vous dites que vous n'étiez pas cuisinier à la base. Est-ce que vous aviez l'ambition d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, ou est-ce que vous avez construit au fur et à mesure? Et est-ce que ça s'est fait petit à petit? Ou est-ce que vous avez déjà l'ambition et vous aviez une vision et vous vous êtes dit, ok, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça pour arriver à ce stade? Je pense qu'il y a une vision que je réfute toujours, c'est l'ambition du rêve comme une rêverie. Avoir des rêves, c'est bien, mais des rêveries, pas. Donc je dis toujours que c'est mieux d'avoir une philosophie globale qu'on a en soi. Je voulais toujours faire le mieux possible. Je pense que cette idée de faire le mieux possible n'est pas une idée d'un but. Et donc ce but parfois, on est tellement rivé les yeux dessus qu'on ne voit même pas ce qui se passe autour. Donc l'idée était d'avoir quelque chose, je voulais cuisiner, je voulais travailler des beaux produits en termes de terre, pas en termes de noblesse comme on peut l'imaginer. Et on a commencé comme ça, c'est travailler avec des choses petit à petit, puis on voulait le faire au maximum, on a poussé encore un peu plus loin, etc. C'est même pas un but bien déterminé.
C'est juste cette volonté de faire bien et mieux. Okay. Voilà. Donc un genre de se pousser soi-même. C'est toujours se pousser soi-même, toujours chercher à donner le plus de soi et chercher à faire de son mieux. Mais je rejoins toujours, j'ai un livre de référence qui sont les 4 accords Toltec. Oui, tout à fait. Et dans un de celui-là, c'est ça, un des 4 accords, c'est faire toujours le mieux. Avoir la parole juste, ne pas faire de suppositions, enfin toutes des choses qui sont tellement, qui devraient être tellement actuelles. Et finalement, c'est quelque chose qui nous accompagne en permanence et qui nous permet d'être où on est maintenant. Quoi. Et moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, le fait de toujours vouloir faire mieux. Moi, c'est quelque chose que j'ai en tout cas dans mon domaine. Et comment on fait pour, toujours faire mieux, mais de temps en temps être satisfait de ce qu'on fait? Parce que si on veut toujours faire mieux, j'ai l'impression qu'on peut devenir un petit peu fou et jamais être satisfait, jamais être content de ce qu'on a produit, même si le résultat est excellent. Comment est-ce qu'on parvient justement à trouver l'équilibre, se pousser, mais de temps en temps se dire ok, là j'ai bien fait, je peux être content. Mais je pense qu'il faut accepter l'erreur aussi. Okay. Donc accepter l'erreur, c'est aussi pour moi pouvoir regarder un petit peu en arrière et se dire tiens, on était là, on est ici aujourd'hui, et je pense que c'est un beau pas qu'on a fait. Donc c'est vrai aussi être tolérant avec soi-même. Et donc c'est clair que je peux être exigeant, mais en même temps je reste quelqu'un d'humain avec moi et avec les autres. Donc pousser d'une certaine manière, en provoquant, en challengeant peut-être, mais pas de manière hiérarchique, dictature, etc. Non, c'est vraiment de la suggestion de tu peux mieux parce que tu l'as en toi. Enfin, comment expliquer ça de manière… Il faut aider les personnes avec qui on travaille aussi à… Mais c'est ça, c'est vraiment un genre de motivation, et on peut parfois avoir une ambition pour les autres que les autres n'ont pas pour eux. Et donc c'est pouvoir révéler ça à un moment donné en disant… C'est pas en disant t'es le meilleur qu'ils vont devenir les meilleurs. Il faut les challenger, chercher un petit peu, etc. Ouais. Justement, ici, vous avez une équipe, vous avez dû vous entourer pour créer l'Air du Temps. On est dans un établissement qui est quand même très remarquable. Comment est-ce que vous faites pour savoir qu'une personne, que ça va matcher avec une personne et que vous allez pouvoir, que la personne que vous allez recruter va bien pouvoir s'intégrer dans l'équipe? Qu'est-ce que vous recherchez chez un collaborateur en fait? Je ne regarde pas nécessairement les CV, j'ai besoin d'un feeling, de rencontrer les personnes, de parler. La conversation est primordiale, le premier contact est primordial. Même si la personne est timide, la personne est un peu mal à l'aise, etc. Je pense qu'on peut déjà percevoir quelque chose chez les gens. Et je pense que c'est l'ordre du feeling, on l'oublie souvent, mais c'est ça le feeling qui permet de travailler avec les gens au quotidien. C'est pas un CV qui va vous dire ok, il a un super CV, je ne le sens pas, mais il a un super CV. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que c'est vraiment ce feeling-là, être vraiment content de travailler avec la personne au quotidien, c'est ce qui est important. C'est ce qui nous permet d'être à l'aise aussi. Et que ça faut être à l'aise avec la personne qui se trouve en face de nous, être content de la voir le matin. Puis on ne connaît pas le potentiel des gens tant qu'on n'a pas travaillé avec eux. Et après, on les pousse, on voit qu'ils peuvent aller plus loin, etc. Et ça marche bien. Enfin, là maintenant, on est vraiment… Après 22 ans, un peu à la croisée des chemins, où je pousse beaucoup mes équipes et je ne suis pas le seul créateur et créatif ici. Je leur dis, voilà, maintenant, il faut avouer les choses comme elles le sont. Je leur dis, moi, mon temps est passé, je n'ai plus rien à prouver, j'ai créé des choses, etc. À vous, à votre tour de montrer. Et là, ils me proposent, la semaine dernière, était vraiment une floraison complète de créativité. Ils m'ont fait goûter plein de choses. Et ça va dans tous les sens, et je suis juste là pour recadrer un tout petit peu et dire voilà, clairement vous avez sorti des choses qui sont superbes pour vous parce que vous l'avez ressenti comme ça. Moi je le ressens d'une autre manière, et pour l'instant voilà, vous êtes dans notre cadre, et puis voilà, vous explorez aussi des capacités chez vous, des choses que vous aimez, des choses que moi j'aime moins. Donc il y a quand même ce cadre qui leur permet de naviguer dedans. Donc vous êtes plus en mode coach, dans le sens où vous allez aider les membres de votre équipe à faire émerger ce qu'ils peuvent créer. Mais avec une ligne à suivre. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir une ligne à suivre. Parfois on part dans tous les sens et finalement on ne se canalise pas. Il faut se regrouper un petit peu pour dire voilà, je sais que je peux aller dans tous les sens, mais ce qui compte aujourd'hui c'est d'avoir cette cohérence sur un projet, ce sera celui-là. Donc c'est un focus, quoi, en sachant qu'on a exploré des pistes qui peuvent être exploitées par la suite. Moi, une question que je me pose par rapport à l'Air du Temps, c'est qu'ici vous avez un potager, donc Betty me disait que tout ce qui est végétal venait d'ici.
Comment vous faites pour gérer ça? Parce que c'est quand même hyper aléatoire par rapport à un autre restaurant qui a juste à passer un coup de fil pour se fournir en produits. Oui. Comment est-ce que vous gérez cet aspect pour toujours aussi parvenir à satisfaire les personnes qui viennent chez vous parce qu'ils ont quand même une certaine attente. Je crois que de nouveau, les gens qui viennent ici ne s'attendent pas de l'entendu et nécessairement du consensuel. On travaille avec la saison, avec les aléas de cette saison. Donc on a des moments où on a quasiment rien. Et il faut vraiment redoubler d'inventivité. Et donc c'est toujours ce leitmotiv de rien n'est vraiment établi, on se crée des contraintes et les contraintes c'est effectivement ne pas avoir le produit quand on veut exactement quand on veut, donc on doit écouter et c'est vraiment la même chose avec les collaborateurs. On a quand même cette écoute, on a l'écoute de la nature, et on fait avec. C'est passionnant, donc ça veut dire que le fait d'avoir des contraintes nous pousse à être créatifs et venir avec de nouvelles solutions et être très imaginatif. Je pense que il ne peut pas y avoir de créativité sans contrainte. D'accord. Enfin, il me semble qu'il doit y avoir cette contrainte, on pourrait l'appeler but. Et je trouve ça, c'est beaucoup plus... ça bouscule vraiment beaucoup plus. Quoi. En parlant de créativité, j'ai regardé le TEDx que vous avez donné à Bruxelles. Et dans ce TEDx, dans cette présentation, vous parlez d'un plat qui est fait à base de betterave, qui est un hommage au thon rouge. Vous pourriez en parler parce que moi, ça m'a honnêtement mis une claque quand j'ai entendu cette histoire. Je trouvais ça très très beau de faire passer un message par le biais de l'assiette. En gros, c'était cette période où on parlait du thon, du Tonus albacaris, mais le bluefin, qui était un peu en voie de disparition. Et donc, c'était la période où, comme par hasard, tout le monde travaillait le thon. Et donc, je n'avais pas envie. En même temps, je pense que c'est la conjonction de beaucoup de rencontres, je dirais plus ou moins 5 rencontres. J'avais une jeune fille qui s'appelait Tiffaine Campé et qui était sur Paris et qui était un peu mon œil sur tout ce qui se passait dans la capitale en termes de mouvements artistiques, en termes de cuisine, de nouveaux produits, etc. Et donc elle me rendait un rapport tous les mois. Et dans ce rapport, elle avait analysé un plat que j'avais fait dans mon bouquet qui s'appelait thon sur thon. Le jeu de mots pour moi est quelque chose de primordial aussi, c'est une question de faire tourner son intellect. Et le thon sur thon, elle a dit tiens, ce serait sympa d'avoir un plat qui s'appelle thon rouge mais sans l'utiliser. Donc thon rouge, T-O-N et pas le H. Donc on parle de tonalité rouge. Et puis en retravaillant ce titre, j'avais amplifié avec c'était hommage par l'absence avec la couleur de l'urgence, donc le rouge. Et finalement on a développé ça. Donc première rencontre, il fait une campagne. Deuxième rencontre, c'était comment est-ce qu'il s'appelle lui? Je ne sais plus. Cet architecte qui a fait le Pechakucha et qui est à Bocuse maintenant, Alok Nandi. Voilà. Et il m'avait invité à un Pechakucha, donc c'est 20 secondes, 20 photos, et on doit faire passer un message en 20 secondes, 20 photos. Et donc il m'a vraiment appris l'art du contexte narratif et de raconter le storytelling. Donc c'est le deuxième rencontre. Troisième, c'était la science, par l'intermédiaire de Hervétis. Quatrième, le légume, avec le jardin, etc. Et donc et cinquième, c'est mon apport personnel. Et on a créé ce plat autour de la betterave rouge. C'est Ben avait cuit une betterave dans la terre. Et en me la présentant, en l'ouvrant, on a vraiment vu les strates comme le thon. Et voilà, ça va être mon produit de base. Et puis on a développé autour aussi de la Corée. Donc la Corée, c'était il y avait des petits anchois, des produits de la mer, des algues, etc. Donc on avait ce fond marin. Et on a constitué l'eau par un dashi d'anchois associé avec un peu de chou rouge. Et en étant salé, en version basique, l'eau devenait bleue. Enfin, le jaune devenait bleu. Et dès qu'on y apportait de l'acidité, l'acidité a été représentée par du vinaigre ou du citron, ce qui représentait l'agressivité de l'homme, qui venait à chaque fois qu'il touche quelque chose modifier l'écosystème. Donc là, en venant mettre quelques gouttes de citron, on modifiait la couleur du rouge en devenant la couleur bleue devenait rouge. D'accord. Rouge, couleur sang du thon excessivement pêché. Donc ce message était, oui, c'est ce côté un peu engagé parfois. On doit l'être en tant que
pas seulement chef, en tant que personne, on doit s'engager aussi sur certaines choses. Et c'était simplement ça, et de manière poétique. Parfois, certaines personnes se sont senties agressées. Mais je peux imaginer que si on se retrouve face à ça, ça pose des questions, quoi. On se pose des questions par rapport à la quand les gens se plaignent, ils ont un petit texte juste avant, tout rouge, et un petit texte un peu poétique. Un peu poétique, j'imagine bien. Le truc. Aujourd'hui, vous avez 6 restaurants. Comment est-ce que vous faites pour gérer votre temps et gérer tout ça à la fois? Je suis juste curieux de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer son temps, qu'on a autant de fronts à gérer en même temps. Mais on ne peut pas le faire tout seul, premièrement. Donc l'équipe, elle s'est constituée avec le temps. Ça fait 22 ans qu'on est là. On m'a déjà proposé d'avoir des restaurants ailleurs après 5 ans d'ouverture. Et je ne me sentais pas prêt. C'est vraiment aussi une question de feeling. Et là, après 20 ans, 18 ans, second restaurant s'est ouvert. Et c'est une envie personnelle. Je me dis oui, ce serait sympa d'avoir un truc sur Bruxelles. Mais donc il fallait d'abord voir quelles étaient les forces en place, si on avait la capacité de le gérer. On n'avait pas nécessairement tout en place, mais on s'est rendu compte qu'en ouvrant le premier, tout s'est coordonné de manière complètement logique et normale. Puisque le détachement qu'on a pu avoir avec le restaurant ici et le second concept était suffisamment mûr que pour pouvoir regrouper toutes les personnes nécessaires en un point déterminé. Et donc on a eu le premier SAN, donc ça s'est mis en place, c'était mes anciens qui ont ouvert, etc. Puis on a le deuxième qui est venu assez vite, le troisième. Et puis je pense que c'est la compétence qu'on a pu percevoir dans les différentes personnes, mais que ce soit Betty pour la communication, que ce soit Marie-Estelle, manager, ou Jean-Luc Pigneur qui est vraiment la cheville ouvrière, administration, etc. Tout ça, ça nous permet d'avoir un groupe très solide et qui nous permet aussi d'ouvrir très très vite une antenne sans que ça n'empêche le restaurant ici de tourner. C'est efficace, quoi. Ouais. Je vais poser encore 2 petites questions. Vous êtes parti à Séoul il n'y a pas longtemps, justement, quand on parlait avec Betty. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important pour vous d'avoir des échanges culturels et de montrer ce que vous faites ailleurs pour éventuellement créer des idées chez les autres et que eux aussi puissent mettre des choses en place? Mais personnellement, ça me paraît pas indispensable, mais si quelqu'un me le propose, ça veut dire qu'il trouve ça utile. Donc je trouve que dans ce cas-là, il y a une volonté d'une personne de venir vers vous et je trouve qu'on a à apprendre de chacun. Donc clairement, avec la Corée, il y a une attache que j'ai retrouvée il y a quelques années et j'ai toujours à apprendre en termes de technique, en termes de culture. Et je pense que c'est peut-être la pierre qui manque à mon développement, c'est ma partie coréenne. Et on est toujours en quête de quelque chose. Effectivement, quand on est coréen en Belgique, même si on est quasiment né là, on ne se sent pas toujours assis sur la bonne chaise. Et si je vais en Corée, je ne me sens pas non plus sur la bonne chaise. Donc clairement, on a peut-être besoin de sentir appartenir à quelque chose. Et c'est peut-être les parties manquantes quand on est en Belgique que je retrouve en Corée. D'accord, c'est un peu complémentaire. Donc une manière d'être un peu plus complet en tant qu'individu. Et alors une dernière question, puis après ça je vous libère. Qu'est-ce que vous diriez à Sangoune de Gimbre à 20 ans? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire et lui conseiller? Moi je lui conseillerais de rester justement sur cette voie de l'échec et de la réussite. Donc je suis tombé maintes fois et on a failli fermer 3 fois ici le restaurant. Et on a continué. On est persuadé qu'on fait quelque chose de bien pour nous. Donc je pense que là, c'est pas une vision égoïste, c'est juste une vision bien centrée de dire faites à fond pour soi. Et puis il y a énormément de gens qui vont adhérer ou pas, peu importe, on n'est pas indifférent en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir.